déjà, Yves, qui est notre lead dev, avec une grosse couche DevOps aussi. Je m'appelle Xavier, je suis le CTO du projet ClubUp. Je suis aussi fondateur de l'agence Elao, celle qui est autour de cou aussi. On est une petite agence web qui fait du développement en Symfony. Alors, déjà, on va commencer par qu'est-ce qu'un microservice. Microservice que je vais souvent appeler service tout court. Là, ce qu'on voit là, c'est une application monolithique, classique, où on va avoir un peu tous les composants, tous les logiques métiers qui sont au sein d'une même application, au sein d'un même code base, au sein d'un même projet en tant que tel. Et au final, la solution qu'on va avoir pour éventuellement scaler, découpler, tenir la charge et autres, va être de dupliquer cette brique entière pour pouvoir y arriver. L'approche même du microservice, avoir une approche où on va essayer de découper un maximum fonctionnellement par brique métier les différents composants pour avoir une souplesse très forte d'agencement, de disposition de ces différentes couches fonctionnelles qui font au tout mon application. On va s'arrêter là sur le côté théorique un peu. Je vous invite vraiment à aller voir toute la documentation et littérature qu'il y a autour de ça. Elle est très pertinente, il y a quand même beaucoup de choses et ça permet d'aller un peu plus loin. Alors très rapidement, le projet, on n'est pas là pour en parler. ClubUp, c'est un projet qui, le but est de connecter les personnes et les passions autour d'une autre idée qui est le club. Dans un club, c'est quelque chose de très simple. On devient membre d'un club, on peut être membre d'un club. On partage dans un club, pour l'instant on ne partage que des liens. Et on est capable, on a une action pour sponsoriser le club. Voilà. Donc très simplement, voilà l'image d'un club. Ça, c'est le club WebTech. C'est le club que nous, on anime sur tout notre contenu, toute notre veille. On a ici et là-haut, justement, la notion d'appartenance au club, où je peux joindre ce club, participer à ce club-là. On a ici un média, c'est le côté du partage. Je suis capable de partager un média, je suis capable de le taguer. Et on a ici le côté du sponsoring, où je vais être capable de sponsoriser. Ce club-là m'a apporté quelque chose, je vais lui donner. On a notre petite monnaie virtuelle qui s'appelle le Up, qui permet de sponsoriser un club. Et on a tous les mécanismes de redistribution avec les auteurs et les membres et les acteurs du club derrière. On va s'arrêter là pour parler du projet en tant que tel. Voici la liste des principaux services qu'on a actuellement dans la plateforme. Et leurs différentes socles applicatifs et leur data store. On ne va pas passer en détail tous les services. On a le principal, le plus gros, qui est le club en tant que tel. On a certains qui parlent d'eux-mêmes, la brique de search. Il y en a un sur lequel on reviendra plusieurs fois dans le sujet parce qu'elle a beaucoup évolué. La brique provider, c'est celle qui nous permet, à partir d'un lien qu'on partage, d'aller récupérer toutes les métadatas et les informations du lien qu'on veut partager pour l'enrichir et le partager à l'intérieur. Elle est actuellement en Node.js. On va voir qu'au fur et à mesure du projet, elle a évolué, elle a changé de techno. Et justement, cette approche microservice-là a été très importante là-dessus. Et on a d'autres briques qui nous ont permis de tester différents langages, voire même des data stores qui sont un petit peu exotiques, on y reviendra, qui sont des services tiers. Autour de ces services-là, on a la notion d'application. Quels sont les clients qui vont consommer ces différents services-là? On a l'application front, qui est l'application web en tant que telle, qui est une application qui est faite en JS autour de Backbone. On a les différents devices mobiles qui sont en iOS et en Android. On a, nous, quelque chose qu'on appelle Mirador, qui est notre petit back-office, qui est juste une application qui est capable de faire et de gérer une partie du code. Et après, l'approche full API, full service, nous a permis de développer des petits outils, des petites applications dédiées qui exploitent justement ces API-là dans des technos qui répondaient vraiment aux besoins à un instant T. On a développé une petite appli qui permet de récupérer son stream de Twitter, de le pré-taguer et de le partager. Et on a quelque chose qui nous gère à gérer le graphe des différents tags au sein même d'un club, qui ont été faites sur des frameworks, Meteor.js, qui est un framework JavaScript qui est dans le vent actuellement. Alors pourquoi, Yves, pourquoi on est arrivé là et pourquoi on a mis en place cette architecture? Donc on est parti d'une application monolithique, donc sous Symfony 2. On a beaucoup travaillé dessus et on est arrivé quand même à une taille assez critique. On est arrivé à 60 bundles et on commençait à avoir des difficultés pour déployer, pour gérer les logs, pour gérer pas mal de choses autour de cette taille-là. Et surtout, je veux dire, prioritairement, les applications mobiles sont arrivées.
Et donc, il fallait ouvrir notre code métier, il fallait l'exposer aux applications iOS et Android, et donc, il fallait créer les API. On n'avait pas du tout une approche API complètement dans notre appli monolithique. On en a profité aussi pour se dire, bon, vu qu'on va tout exposer en API, le front.js, on va aussi partir sur une application full.js, et ce qui complétait bien aussi les applications mobiles. Et enfin, on a des profils humains, donc des ressources humaines, vraiment qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc par exemple, je fais que du back, je fais pas d'intégration, je fais pas de formulaire. On a des profils qui font que du front et on voulait vraiment optimiser ces ressources-là pour qu'elles travaillent vraiment dans leur métier, dans leur zone de compétences. Juste une petite aparté, l'application initiale monolithique est une application en Symfony 2 avec donc ces bundles-là où toute la vue, tout le métier était rendu par du Twig de manière classique comme on le connaît beaucoup. Et c'est vrai que l'avènement du mobile dans l'équation nous a vraiment changé la donne et naturellement fait pencher vers ce type d'architecture. Je vais essayer de vous exposer comment est-ce qu'on définit un bon candidat pour faire un microservice. C'était la principale difficulté où on était exposé dans cette approche-là. C'est est-ce que je le rattache à une brique existante ou est-ce que je le sors et je fais une application standalone. Donc il y a plusieurs pivots, il n'y a pas de recette universelle, donc c'est que des pistes. Souvent quand il y a un scope fonctionnel vraiment délimité, un nouveau fonctionnel, du shopping, du wallet, un search engine, on se dit ah c'est vraiment dédié, on va le mettre dans une nouvelle brique. L'autre approche, c'est les data stores. Ça a souvent guidé nos réflexions. On avait avant dans notre application monolithique 6-7 connexions sur du Redis, du Solaire, etc., etc. Souvent, quand il y a un besoin, par exemple, je ne sais pas, un moteur de suggestion, GraphDB, nouvelle brique. Un moteur de recherche, du Lucene, Solaire, par exemple, hop, une nouvelle brique. Donc souvent, ça guidait le bootstrap de ces nouvelles briques. Ensuite, souvent, on est quand même dans un contexte startup, donc on essaye beaucoup de choses, on rate beaucoup de choses aussi. Souvent, le client a beaucoup de nouvelles idées. Il veut bootstrapper des fonctionnels très vite. Nous, on ne veut pas pourrir notre code, on ne veut pas pourrir notre stack trace. Et donc, on va bootstrapper son fonctionnel, on va le déployer, on va le mettre en prod, on va voir les retours utilisateurs. On peut le virer, on peut le supprimer, on peut le garder. Donc, ça répondait bien à notre besoin de startup. Et enfin, ça c'est un petit peu égoïste, mais en tant que développeur, on aime bien tester les technos, mais on n'a pas envie non plus d'avoir une multitude de technos dans le même environnement. Donc de temps en temps, en fonction des besoins aussi de performance, le fait de faire une brique dans une nouvelle technologie, c'était une bonne approche. Par opposition, mauvais candidat pour un microservice, pour un service tout court, c'est si vous avez déjà de la data existante. Donc en gros, vous voulez faire un nouveau fonctionnel, mais vous vous rendez compte qu'il faut déjà attaquer un data store qui a déjà cette data, sous un autre pivot en rajoutant de la data. Le coût pour synchroniser vos data entre vos briques est très coûteux, aussi bien au niveau des migrations, etc. Donc on essaye vraiment d'isoler la data par service. On n'essaye pas d'avoir des trucs transverses entre les services. Dans le même ordre d'idée, le transactionnel, c'est très dur de garantir le transactionnel en microservice. On va le voir un petit peu plus tard quand on va parler de la communication, mais on n'est pas capable de garantir qu'une transaction entre X briques va bien s'exécuter sans erreur. Enfin, une autre problématique, c'est de tomber dans l'extrême du microservice, c'est de tomber dans les nanoservices. C'est de faire des multitudes de services qui répondent des fois à un besoin super simple, envoyer un mail, envoyer une notification, ou d'autres comme ça, et on va voir une autre approche. Nous, on a répondu aux nanoservices par des workers, qui ont une empreinte beaucoup plus légère que le microservice, parce que le microservice, c'est quand même une application qu'il faut déployer, qu'il faut maintenir, et ainsi de suite. Et enfin, c'était aussi un bon candidat, mais c'est aussi un argument pour le mauvais candidat, la nouvelle techno. On va essayer de faire en sorte que dans la stack, dans l'architecture, il n'y a pas 20 000 technologies, 20 000 data stores, parce que chaque nouvelle technologie, chaque nouveau service a un coût de maintenance au niveau serveur. Quelle techno pour le service? Souvent on se posait cette question, est-ce que je le fais en Node, est-ce que je le fais en PHP, du Redis, du MySQL? C'était un peu compliqué. Il faut essayer d'avoir une approche assez pragmatique. Il faut voir les compétences de votre équipe de dev. Et il faut essayer de trouver le bon équilibre entre la technologie qui best fit et la productivité de vos équipes. C'est souvent intéressant de faire une brique dans une technologie que vous maîtrisez,
La bootstrapper, nous on utilise souvent Silex PHP pour bootstrapper des briques, et après en fonction de son évolutivité, c'est de la faire évoluer et peut-être de la réécrire dans une autre technologie. Donc on a des exemples concrets, on reviendra un petit peu dessus après. Et les performances, ça peut être aussi un besoin. Si vous avez besoin de paralyser, si vous avez besoin de beaucoup de performance sur une brique, vous allez éviter d'utiliser PHP par exemple, qui a une empreinte mémoire quand même assez forte, et vous allez essayer de trouver d'autres candidats, du Go, du Node, qui sont plus ou moins designés pour ce genre de problématiques. Mais c'est vrai que l'équation finale dépend de beaucoup de paramètres et surtout du contexte et surtout du temps en fait. Quand on va surtout dans des projets qui bougent beaucoup, qui sont là pour bouger beaucoup et évoluer beaucoup, il faut bien voir ce service-là comme des choses qui vont évoluer. Ils vont évoluer en termes de techno, en termes de data store, en termes d'équipes qui vont autour. Et le fait de les isoler fonctionnellement vis-à-vis de l'extérieur vont nous apporter une vraie souplesse sur cette évolution-là, sans avoir un impact global sur tout l'écosystème derrière. Je vais vous parler de la communication. Donc maintenant, vous avez des briques, elles fonctionnent dans leur technologie, mais comment elles communiquent entre elles? Donc c'était une grosse question qu'on s'est posée au début, et on est allé on est allé complètement sur HTTP et sur les API REST. Pourquoi? Parce que HTTP, c'est universel. Aussi bien le développeur back que le développeur front que le développeur mobile, vous lui parlez d'HTTP, il va comprendre, et ça va devenir un petit peu un vocabulaire commun entre tous les membres de votre équipe. Même à l'heure actuelle, nos specs, c'est l'interface, c'est l'API entre nos briques. S'il faut réécrire une brique, ce n'est pas les tests fonctionnels, ce n'est pas les tests unitaires, il faut juste respecter la même interface au niveau de l'API. On a essayé de faire simple, on a embrassé le mouvement REST, full JSON, on ne va pas s'attarder dessus. Ce qui est important quand même à noter, c'est que REST, il n'y a pas vraiment une façon de faire, et vous allez avoir votre niveau dans l'application de REST qui va évoluer. Vous avez commencé à gérer des codes erreurs 422, vous allez commencer à utiliser le patch ou pas, en fonction de votre philosophie. Et surtout, là où il faut faire vraiment attention, c'est de garder une cohérence entre l'ensemble de vos applis. Si vous avez l'habitude de consommer une brique avec un format de collection particulier et que vous attaquez une autre brique et que le format est différent, vous allez devoir jongler avec des librairies helper un petit peu différentes. Donc c'est quand même très important. Ensuite, au niveau de l'architecture de consommation, il y a deux grands schémas, la consommation directe et la consommation encapsulée. On se posait la question de l'application, le client, comment communiquer avec ces API-là. Donc on a deux approches. La première, c'est le client va consommer directement l'endpoint de la brique. Donc la brique va exposer son API au public. Et l'autre approche, c'est on va l'encapsuler dans une autre brique. Donc on a des briques qui sont internes, qui ont aussi une interface en REST, mais qui ne vont pas être exposées publiquement, mais qui vont être imbriquées dans d'autres briques. Ça a plusieurs avantages. Ça permet d'embed de la data. Par exemple, si vous avez de la data de 3-4 briques, de faire une ressource unique et de la renvoyer au client. Ça permet aussi de mutualiser des problèmes de sécurité, de log ou de points transverses entre vos briques. Gestion des erreurs, donc c'est un point qui nous a, personnellement, qui m'a posé beaucoup de problèmes. J'avais la philosophie de non, il n'y aura pas d'erreur sur mes API, il n'y aura pas d'erreur, ça va bien fonctionner, et j'aurai du 200 à 100%, ou du 201. C'est pas ça. Le fait d'utiliser HTTP, ça va, à un moment, ça va capoter. Il va y avoir des problèmes de latence, il va y avoir des problèmes au niveau du HTTPS, il va y avoir des problèmes au niveau du DNS, et vous aurez des erreurs dans la brique de communication entre vos services. Le plus dur, c'est déjà l'accepter. C'est de dire oui, il y a des erreurs, il y a un pourcentage d'erreurs sur toute ma couche de communication. Mais ce qui est important, c'est de mettre le bon poids à cette erreur, la criticité de l'erreur. Est-ce que c'est une erreur qui est vraiment impactante pour le client? Est-ce qu'on peut l'ignorer? Souvent, si c'est une notification ou c'est des statistiques, on va plutôt favoriser l'ensemble. Et si jamais il y a une timeline qui n'est pas à jour sur un média, on va pas s'embêter à le rejouer, à le remonter, à le monitorer. Donc cette gestion d'erreurs, elle se gère à deux niveaux, aussi bien au niveau des applications front. Il faut gérer le success comme l'erreur sur tous les calls. Il ne faut pas bloquer l'application. Si jamais il y a des briques qui ne répondent pas, il faut continuer. Il faut peut-être alerter l'utilisateur, mais il faut continuer. Au niveau du back, c'est un petit peu pareil. Il faut faire attention au timeout. Il ne faut pas qu'un appel bloque pendant 60 secondes. Il
il faut gérer aussi, on a la capacité avec Iron de rejouer. Si jamais il y a une requête HTTP qui ne fonctionne pas, on va la capturer, on va alerter et on va peut-être la rejouer un petit peu plus tard. Mais c'est quelque chose qui est important dans la construction. En anglais, par rapport au tout du microservice, c'est marqué Design for Failure. Il faut être capable de construire et avoir ça au moment où vous allez construire même les scénarios, un impact même fonctionnel, notamment au niveau des applications clients, de qu'est-ce qui va se passer si cette brique-là ou cette ressource-là ne répond pas. Et surtout, c'est très important de ne pas bloquer, de ne pas mettre l'application dans un état qui va obliger pour le web à dire je reload la page. Donc c'est quelque chose à prendre en compte très tôt et lors de la conception des différentes briques. Je vais ensuite vous parler de la sécurité. Vu que vous exposez vos briques quand même au monde extérieur, souvent le développeur se sent en sécurité quand c'est caché, quand on n'a pas vraiment accès, quand l'URL n'est pas exposée, et on va compter sur cette offuscation. Donc maintenant que vous êtes dans un contexte où la communication est ouverte et affichée, notamment grâce aux liens hypermédias dans votre API, on a différentes approches pour gérer cette sécurité. Donc, au niveau des applications front, on a suivi un workflow assez simple, du Auth 2 de partout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, le back, ça a posé plus de problèmes. Au début, on voulait uniformiser cette sécurité. Donc, on s'est dit, on va mettre de l'Auth 2 aussi au niveau du back pour avoir le même workflow. Et on s'est rendu compte en fait, que Auth 2 n'est pas du tout adapté pour de la sécurité entre serveurs. C'est très, très chatty. Il y a beaucoup de rebonds. Il faut gérer les crédentials, donc il faut les stocker soit en fichier de compte, soit en base de données, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a testé d'autres alternatives, notamment Awk. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça permet de crypter en amont et juste d'avoir une signature au niveau de la requête et de ne pas s'embêter avec ces rebonds entre les serveurs, ce qui est quand même assez important. Et on a testé aussi le réseau privé. Ah oui, le réseau privé, pardon. On a des briques qui sont consommées en interne, et on n'a pas besoin de les exposer. Donc en fait, tous nos serveurs sont sur un réseau privé, un gros VPN, et on est capable en fait d'attaquer nos services sur ce VPN. Donc on passe sur plutôt que passer sur un clubhub.com, on va passer sur un clubhub.local. Et ce qui permet justement d'éviter tous les problèmes déjà de résolution de DNS, vu qu'on tombe sur notre DNS local, et on va avoir des latences beaucoup plus importantes, et surtout, on sait qu'on ne peut pas être attaqué de l'extérieur. Ça nous a permis sur les briques locales de ne pas mettre des fois de sécurité du tout. Hein. Et enfin, bon, ça c'est devenu un petit peu la norme, et encore, HTTPS de partout. Vous êtes en API, ça ne coûte pas grand-chose, il n'y a pas un impact de performance très important, il faut le généraliser sur toutes les briques. Mettez-le tout de suite. On a eu quelques petites surprises en le mettant un peu après, en disant on va attendre que ça parte, on le mettra après. Tant qu'à faire, mettez-le tout de suite. On a des problèmes de domaine, de wildcard ou autre. Ça ne mange pas de pain. Mettez-le tout de suite dans l'équation. C'est plus simple, vous ne prenez pas la tête. Même le front est hacké en HTTPS. On n'a pratiquement plus de ressources HTTP qui sont exposées. En local, on continue d'appeler aussi. On ne l'a pas mis de partout. Et on appelle des fois en HTTP tout court. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur le transactionnel. Notre approche du transactionnel dans notre infra, c'est pas de transactionnel en fait. On ne fait pas de transactionnel entre les briques, on essaye de gérer le problème en amont. On va essayer de designer nos briques pour ne pas avoir besoin de transactionnel. Par contre, on va s'autoriser à avoir du transactionnel au sein d'une brique. Donc au niveau de la DB, faire une transaction, faire du lock, etc., on va se le permettre. Mais par contre, on n'a pas de mécanisme coûteux qui permet de vraiment verrouiller ou de garantir l'exécution d'une requête entre plusieurs services. Et encore une fois, il faut accepter l'erreur pour s'autoriser à ne pas avoir de transactionnel. Si on n'accepte pas l'erreur et qu'on n'accepte pas de ne pas avoir de transactionnel, c'est très difficile d'aller vers cette approche. Un autre point, l'idée c'est de vous donner un aperçu des différents points sans forcément rentrer à fond dans le détail. Mais donc le monitoring et le reporting, donc nous on a fait le choix, un petit peu à l'aveugle, de seulement se baser sur les logs, de dire on va tout baser, tout le monitoring et tout le reporting sur les logs. Donc pour ça on a utilisé un service externe qui s'appelle Logentries, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y a pas mal d'autres alternatives, mais c'est rien de plus. Vous streamez vos logs à leur plateforme, et il y a une couche de logique par-dessus, et ça permet de faire beaucoup de choses, on va revenir dessus.
Donc ça, c'est une première chose. Ça vous permet aussi, sur vos serveurs, de ne pas garder les logs. Vous pouvez vous permettre d'avoir seulement 24 heures de log, parce que dans tous les cas, ils sont streamés et vous n'avez pas les problèmes de stockage de log, etc. C'est plus vraiment votre problème. Une fois qu'on streamait les logs un petit peu de partout, aussi bien infra, applicatif et autres, on avait un problème de visibilité. Les logs arrivent de plusieurs serveurs, les lignes ne vont être pas forcément dans le bon ordre, et on va avoir du mal à retrouver toutes les lignes qui correspondent à une requête. Donc pour ça, on a mis en application le request ID qui est un petit peu généralisé. C'est à chaque requête HTTP, vous générez un request ID qui est en fait un simple UID, et ce UID, vous allez le passer entre vos briques. Ça vous permet après, quand vous filtrez les lignes de log, de récupérer toutes les lignes qui correspondent à cette requête-là. Alors ça marche bien seulement si on le généralise vraiment de partout. À l'heure actuelle, on a quelques trous, c'est pas généralisé, donc c'est encore en work in progress. Enfin, le user agent, encore dans un problème de visibilité, même en consommation interne, on va essayer de s'identifier. Qui utilise nos services, même si c'est nous. Donc chacune de nos briques ont un user agent dédié, et ça nous permet de voir un petit peu les volumes de consommation entre nos briques et de pouvoir les retracer s'il y a un problème. Cette approche-là de dire je vais faire un peu du pilotage et du suivi par les logs a une autre vertu, en fait, on s'est rendu compte, c'est que dès le début, dès la conception, on s'oblige, on s'impose à avoir des logs explicites et qui veulent dire quelque chose. Et les logs, c'est quelque chose de très simple, qui est facilement exploitable, même si vous connectez sur un serveur. Un simple tail sur les logs permet, quand on a l'habitude et on sait qu'on les manipule de tous les côtés, d'avoir quelque chose qui soit commun et qui soit accessible de plusieurs endroits pour être capable d'avoir cette vision-là. Voire même être capable de récupérer sur les logs qui ont été archivés, de pouvoir aussi refaire du traitement et avoir cette vision-là même sur ce qui s'est passé avant. Donc voilà juste un petit screen qui illustre un petit peu la gestion des logs. Bon, l'important, c'est pas de tout voir, mais on voit bien qu'il y a quand même plein de sources différentes, on permet de matcher les lignes à partir d'expressions régulières et d'affecter des tags au log. Et à partir de ces tags, vous allez pouvoir faire du reporting. Si jamais il y a plus de 50-500 qui se sont produits en moins de 5 minutes, vous allez pouvoir envoyer un mail à votre équipe de monitoring. Inversement, vous allez peut-être accepter qu'il y ait 1 ou 2 500 par heure ou pas, ça dépend de vos politiques internes. Je vais reprendre un peu le sujet. Alors maintenant, la scalabilité. Comment maintenant comment mes briques, dans leur cycle de vie, vont être capables d'encaisser les différentes variations de volume de charge. Le truc le plus important, c'est que de par le découpage et l'isolation en termes fonctionnels, cette isolation-là permet une souplesse très importante sur la façon dont on va et les différentes solutions possibles pour scaler. On va voir qu'en fonction des différentes briques, le scaling qui soit horizontal en rajoutant des instances ou vertical en faisant gonfler les capacités serveurs, ça va dépendre de la techno, du data store, du service, la façon dont il est consommé, et il n'est pas global pour toute l'application. Et les souplesses, elle est là. Si à un moment, il faut créer un environnement et tout un écosystème complet autour d'un service, parce que c'est lui qui consomme, on est capable de l'isoler et il n'impactera pas le reste des autres services, ce qu'on ne peut pas avoir dans une application monolithique. Ce qu'on a fait aussi un peu naturellement, c'est la séparation côté API et côté consommation des clients, de tout ce qui était API, ce qu'on appelle public. Donc quand on est connecté à l'application, enfin quand on navigue sur l'application en mode anonyme, donc on est simplement en mode consultation, on a deux endpoints complètement différents et on a tout un pan d'API qui est, quand on est connecté en mode private, qui nous apporte aussi une grande souplesse par rapport même à la scalabilité et comment rediriger en fonction du ratio classique qu'on a pour scaler entre le ratio d'écriture et de lecture sur les applications. L'autre levier qu'on a sur cette architecture, on va y revenir un peu après, toute une couche de messaging et de traitement asynchrone des données. Et justement, sur cette couche-là de traitement, le curseur de gestion du nombre de workers qui tournent en même temps nous permet aussi de réguler la charge et la consommation des services. Sur certains services qui ne nécessitent pas d'être traités rapidement, on peut très bien réduire la concurrence de certains workers à 1, on sait comme ça qu'ils seront traités les uns après les autres, ou l'augmenter en fonction de la charge et en fonction
des services, qui nous laisse quand même une grande souplesse. Et un des derniers points qui reste dans la scalabilité, mais qui n'est pas quelque chose de technique, c'est le côté humain. Cette approche-là permet d'avoir une équipe, d'avoir tout le cycle de développement qui est aussi adapté, qui est aussi un petit peu isolé. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une équipe qui travaille sur un des services de manière totalement autonome, sans avoir besoin de toute la connaissance de la stack complète, qu'elle soit en connaissance fonctionnelle et même en environnement de dev sur leur poste. Donc c'est souple pour répartir ça, c'est souple pour externaliser certains besoins. On va voir, c'est souple aussi pour éventuellement ouvrir aussi certaines briques en open source et autres, parce qu'elles ne détiennent pas l'ensemble de la logique et du projet. La performance. L'objectif premier, dans ce cas-là, c'est de rendre la main le plus vite possible au client qui a fait la première, qui a fait la requête. C'est vrai que pour rendre la main le plus vite possible, on a différents moyens. Le premier, c'est quand on a beaucoup de traitements à faire, c'est de paralléliser les traitements. PHP n'est pas le langage le plus adapté pour faire du traitement en concurrent et de la parallélisation au niveau même des traitements. C'est pour ça que sur certaines briques, on les a migrées en Node, qui est naturellement adapté et souple pour ce type de traitement. Il est important aussi de limiter la profondeur et le nombre d'enchaînements des services les uns entre eux. Le fait qu'on soit que sur du service en mode web et via la couche HTTP, on a une latence qui est assez importante, de par rien que la couche de communication réseau. On ne peut pas se permettre d'avoir un service qu'on appelle un autre, qu'on appelle un autre, qu'on appelle un autre, qu'on appelle un autre, surtout s'il ne rend pas la main tout de suite. On va avoir tout l'empilement des latences réseau qui vont dégrader un maximum le temps, alors que ce n'est pas le traitement, c'est vraiment la latence réseau qui va impacter ça. Et la latence HTTP. Et c'est pour ça que, pareil, de manière très tôt, on a mis en place tout le côté de traitement asynchrone d'un maximum de données, tout ce qui n'était pas vraiment indispensable dans l'expérience utilisateur par rapport à l'action qui est faite, a été mis en asynchrone. Je prends quelque chose d'un cadre de très concret. Quand quelqu'un partage un média dans un club, le club en tant que tel, de manière synchrone, va partager le média tout de suite à l'intérieur pour que l'utilisateur ait les résultats tout de suite dès que ça se rafraîchit. Par contre, tout le dispatchage parmi tous les followers et autres du club, lui, se fera de manière asynchrone. On n'a pas à attendre, bien sûr, la fin du dispatchage de toutes ces informations-là avant de rendre la main à l'utilisateur. Et ça, on peut le décliner sur beaucoup de choses derrière. Et donc, ce traitement, toute la partie asynchrone, on a encore une fois, nous, utilisé un service externe qui s'appelle Iron, qui est un service SaaS en fait qui expose 3 composants principaux. Les 2 premiers qu'on utilisait, c'est IronMQ, qui est toute la stack de messaging et de queuing. L'autre qu'on a utilisé, c'est Iron Worker, qui nous permet de faire des workers qui consomment justement les données du messaging. Et il y en a un troisième qu'on n'a pas encore utilisé, qui s'appelle Iron Cache, qui permet aussi de gérer, d'avoir du cache au niveau de leur plateforme. Et donc, on est monté sur cette brique-là de manière progressive. On a commencé à utiliser beaucoup les workers, notamment pour le côté asynchrone, avec les callbacks HTTP. Ça veut dire qu'un traitement était demandé, on envoyait des workers et des commandes sur les workers sur la plateforme pour qu'elle rappelle notre API pour faire du traitement. Et après, on a naturellement évolué en mettant en place toute la couche de messaging quand on a commencé à avoir des traitements qui devaient être déclenchés à partir du même événement pour éviter d'avoir aussi, encore une fois, ce coût du call HTTP, de faire plusieurs calls sur plusieurs workers. On avait simplement un message à envoyer et tout était traité après par la plateforme. Avec le request ID qu'on a vu tout à l'heure, au niveau de la communication, qu'on a généralisé pour toucher, c'est-à-dire qu'on a mis en place au niveau des briques Silex et Symfony une application kernel qui était capable d'englober tous les messages de manière générique, de gérer ce request ID-là. On a mis en place autre chose qui nous permettait, sur tous les calls API qui étaient en success, d'envoyer systématiquement un message sur la couche d'événementiel avec toutes les données du call qui avait été fait.
L'avantage, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment, on a dû mettre une nouvelle brique qui était juste la gestion des activités, savoir qu'est-ce qui se passait sur les clubs. On a réussi à la mettre sans impacter aucune des autres briques. On a juste rajouté un worker qui se mettait à écouter certains types d'événements, qui consolidait ça dans une autre data store qui était Firebase, et sans avoir à modifier ni impacter aucune des briques de l'écosystème, on a réussi à rajouter une brique comme ça totalement autonome. Et ça, on l'a généralisé un peu sur toute la plateforme. Donc ça, voilà, ça c'est le genre de rapport qu'on reçoit d'Iron avec les différents messages, le nombre de messages qui ont été faits, et ça c'est les différents workers. On voit aussi là tout le côté des erreurs, c'est important pour piloter, savoir qu'Iron permet justement de rejouer ces erreurs-là. Donc même si on a des erreurs-là, on sait qu'elles ont été rejouées et qu'elles ont pu être traitées. Le cache. Donc déjà, nous, on n'a pas encore eu le besoin, on y reviendra après sur le contexte, de mettre de cache au niveau applicatif. C'est assez important, ça nous permet d'éviter d'avoir tous les mécanismes ou d'invalidation et de consolidation de ces données-là. On est vraiment parti sur la séparation qu'on a faite justement entre les API publiques côté HTTP et les API privées. Nous ont permis de dire, ben voilà, on nous va mettre du cache que sur le côté public, et on a un varnish en face, en reverse proxy, qui cache ces différentes requêtes-là, et sur lequel on a un levier sur le temps de cache qui nous permet d'encaisser des charges de consultation, on va dire, anonymes, assez importantes, sans impacter derrière tout le reste de la consommation des briques sur la partie privée quand on est connecté. Je relativise un peu, on est quand même, nous, sur un projet qui se lance là maintenant, avec une charge qui est toute relative par rapport au nombre d'utilisations et au nombre de users. Donc c'est beaucoup de choses sur lesquelles on a anticipé, mais les tests qu'on a fait, les tirs de charge qu'on a fait, on est assez serein sur les différents scénarios, notamment au niveau de communication qui vont être lancés, pour pouvoir avoir les différents leviers qui nous permettent de répondre au bon pic de charge. Et le côté privé n'a pas de cache pour l'instant. Alors, dans tout ce service-là, il y a un impact qui est loin d'être négligeable sur toute la stack d'infrastructure. On commence à multiplier les services, on multiplie les technos, on multiplie les data stores. Donc il est indispensable d'être outillé de manière adéquate pour gérer toute cette multitude d'environnements, d'infra, rien que pour s'assurer que tout est bon, mais surtout pour évidemment aussi gérer la charge, le sharding, enfin tout le cycle de vie des différentes briques et la façon dont elles vont évoluer. Pour ça, nous, on est parti sur Chef d'Opscode. Beaucoup vont demander Chef, Puppet, même Ansible maintenant. C'était un choix qu'on a fait à un instant T de bâtir sur Chef. Je sais que Nicolas, ce matin, a fait une conf où ils étaient partis sur Puppet, ils ont basculé sur Chef après. C'est une question de feeling, c'est une question de compétences à un instant T. Le plus important, c'est d'industrialiser ça et d'automatiser toute la gestion de tous les environnements. C'est ça la clé. Autour de ça, on a tout l'environnement, toute la stack d'exécution qui est virtualisée et qui tourne sur un environnement, sur toute une stack OpenVZ. Et justement, cette approche-là, à la fois d'automatisation et de découpage, nous a offert une souplesse sur tous les cycles de développement et de déploiement, même de responsabilité. On a les équipes front qui ont la main pour déployer leurs applications front, et les équipes qui gèrent les différents services ont les responsabilités de déployer ce service-là sans avoir un impact et sans avoir la responsabilité ni le risque de pouvoir mettre par terre tout un pan complet de l'application de manière totale. Et dans ce cas-là, c'est vrai que l'impact d'une nouvelle techno, d'une nouvelle brique ou autre, est pas anodine sur la stack d'infra. C'est pour ça que ça rentre dans l'équation de bon candidat, mauvais candidat. Ça reste, voilà, encore une fois, le pragmatisme qui fait qu'est-ce qu'on part ou pas dessus, mais c'est pas négligeable. Surtout que quand on part sur des solutions de provisioning tel Chef et Puppet, on n'a pas le choix que d'embrasser complètement cette philosophie-là. On ne peut pas se permettre d'avoir quelques instances sur lesquelles je vais aller bidouiller à la main ou pas. C'est que si on y va de manière totale, et toute l'infrastructure doit être basculée sur ce type de gestion. En conclusion, l'approche microservice, là on reprend les grands ponts qu'on a un petit peu évoqués tout au long de la conférence, c'est avoir une approche vraiment orientée composant.
On a des composants qu'on a isolés fonctionnellement, et ce composant reste très ciblé autour du métier et du business, naturellement, par design au final. Et ce qui est intéressant, surtout dans l'approche, je sais que c'est un mot que vous avez entendu ce matin même dans la keynote, l'approche Lean, qu'on peut décliner sur de Lean Startup ou dans beaucoup de topologies, de dire JTR sur itération, je dois valider et autres, s'adapte très bien à cette approche-là pour dire, ben voilà, je vais essayer ce service-là, peut-être dans cette techno-là, si ça ne marche pas, soit je jette, soit je change, mais je suis capable d'avoir la souplesse d'itérer et d'aller rapidement, et d'essayer surtout. Et ça amène à voir tout le cycle de la conception jusqu'à l'utilisation, de penser plus ces services en tant que produits autonomes en tant que tels, plutôt qu'ensemble d'un énorme pan d'applications qui reste global. Et cette philosophie de penser produit, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans des cultures de la start-up et autres, parce que le projet lui-même est un produit aussi. Donc avoir ce cycle-là et avoir cet esprit produit-là, la descendre à ce niveau-là, permet d'être en adéquation avec le rythme même du projet. Naturellement, ce type d'architecture est basé sur la décentralisation. Décentralisation à la fois de la gouvernance, de comment chacun est plus ou moins autonome, mais aussi des données. Quand on voit qu'on a pratiquement un data store différent pour chaque application, oui, on est capable d'avoir ce côté-là. Il y a du pour et du contre, il y a un coût qui est loin d'être négligeable, mais il y a des atouts qui sont aussi très importants. Ça reste une question de pragmatisme. L'infrastructure automatisée, on a parlé, elle est obligatoire pour partir sur ce type d'architecture-là. Il faut être serein, il ne faut pas perdre du temps là-dessus, et c'est une clé de l'équation. Et enfin, la gestion des erreurs. Ça, c'est quelque chose quand même qu'on a appris, on a mis du temps à l'accepter, et c'est quelque chose qui est très important. Construire son application pour savoir que chaque pan, très tôt dans la conception, comment va se passer si j'ai une erreur, et accepter l'erreur, c'est vraiment, nous, ça a été vraiment une autre façon de le voir. On était tous un peu sereins en disant, non, nous, comme disait Yves, bah, l'erreur, non, on est très bon, on n'en aura pas. C'est pas le cas, c'est pas possible. Et c'est pas comme ça qu'elle marche. Par contre, quand on sait qu'on l'a, savoir comment réagir et savoir quoi faire en fonction du type et de la criticité des erreurs, c'est quelque chose qui est très important et qui doit être remonté très tôt au niveau de la conception et au niveau de la conception même de l'application. Ensuite, qu'est-ce qu'on a nous appris? Donc ça, c'est les grands pans. Ce qu'on a vu avant, c'est les grands pans du design d'approche du microservice. Là maintenant, de manière plus personnelle, ce qu'on a appris, c'est qu'on se retrouve quand même à avoir un couplage des différentes applications, des services et de l'infrastructure qui reste très fort. C'est-à-dire que tout le cycle de vie va être lié, les applications seront liées entre elles, on peut avoir un service qui est consommé par plusieurs clients en même temps, donc quand on va faire évoluer ce service-là ou l'empreinte de l'API de ce service-là, il faut être capable de cadencer et de dire, ben, quand je vais changer ce service-là, il faut que tout le monde soit capable d'évoluer ensemble. On s'est rendu compte que ça, ben, c'est les applis mobiles qui nous ont posé problème dès le début, parce que quand on a iOS, les cycles de validation et autres de ces développements de ces clients-là ne sont pas les mêmes que le côté web. Et c'est vrai qu'on a mis en place le versionning d'API, quelque chose d'important aussi, mais c'est assez important et c'est un impact qui est pas si anodin que ça. Le bootstrap rapide, on en a parlé plusieurs fois, c'est vrai que ça permet d'aller rapidement, de tester quelque chose et de limiter l'impact d'un nouveau fonctionnel dans l'équation globale du projet. C'est important aussi. Alors, l'industrialisation, au final, on a essayé beaucoup de choses. On a vu même au niveau de la sécurité, différents protocoles, différentes technos. On a évolué beaucoup sur même notre façon de structurer, de designer les API entre elles, et elles ont évolué naturellement par le fonctionnel. Et il y a un coût qui est loin d'être négligeable à assurer dans le temps la cohérence de tout ça, et qui est directement lié au nombre de services et au nombre de clients et d'applications qu'il y a dans l'équation finale. Et c'est vrai que toutes les phases d'industrialisation et de refactoring au final, elles sont coûteuses en temps, en énergie, même si elles restent saines, parce qu'on a quand même des briques avec des scopes fonctionnels assez light, donc on peut facilement les tester, elles sont isolées, mais ça reste du temps, il ne faut pas le négliger quand on va faire évoluer ces différentes briques. J'en ai déjà un peu parlé, j'aimerais bien l'ouverture du code aussi.
c'est partie des valeurs, c'est partie du partage. C'est beaucoup plus simple, là même au sein d'un projet, ou même nous, côté là-haut, au sein, on a été aussi inspirés, on commence nous, côté agence, à avoir ce type aussi d'approche par rapport à la capitalisation entre tous les clients et de tous les services qu'on fait régulièrement un peu à tout le monde. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de dire, quand on a un service isolé qui n'est pas le cœur de l'application, de dire je vais l'ouvrir, je vais le partager, ouvrir le code, et surtout, c'est pas tout l'ouvrir, mais ça reste de le maintenir. Et c'est vrai que ça diminue le coût de le sortir et d'ouverture. Enfin, c'est vrai que le principe même de décentralisation, de distribution et de call API, le setup d'environnement, développement, voire même de debug, quand on utilise les logs et différentes couches, différentes strates et autres, c'est beaucoup moins simple que quand on a l'application en local, que je suis capable de lancer un debugger et mettre des points d'arrêt. Ça change la donne, c'est pas plus simple, clairement. C'est important à prendre en compte aussi dans le cycle. Maintenant, nous, quels sont les next steps? On attend vraiment que le projet parte, se lance, et surtout ait le baptême de feu par rapport à la charge, tout ce qu'on a conçu, tout ce qu'on a testé, tout ce qu'on a mis en place. On est assez serein là-dessus. Alors, on aura sûrement des surprises, ça serait pas marrant sinon, mais ça n'a pas été facile de faire la part des choses entre trop prévoir, trop anticiper et faire des choses qui sont nécessaires par rapport au cycle du projet, mais ça reste inhérent à chaque projet, ça, c'est ce genre de questionnement. La rationalisation, ce que je disais tout à l'heure, justement, là maintenant on commence à avoir beaucoup d'API, différentes structures, même nous, nos différentes couches de sécurité interne. Il faut qu'à un moment qu'on trouve le temps et qu'on les inscrive dans les plannings pour être capable de dire maintenant tous mes services utilisent la même brique en interne d'authentification, sont homogènes sur les empreintes, sont homogènes sur les designs et les structures des différents objets inter-services. Ça c'est pas anodin et c'est quelque chose qui est important pour le cycle de vie derrière. Et l'industrialisation, c'est être capable d'avoir un écosystème et quelque chose qui nous permette de diminuer le coût d'init d'un nouveau service, qui soit sur toute la stack, qui soit pour créer le repo Git, pour créer l'environnement de dev, toute la stack de la pré-prod à la prod. Quand on commence à en faire quelques-uns, on voit que c'est pas anodin. Ça fait partie, si on veut à un moment être capable de diminuer le coût du bon candidat, mauvais candidat, si on sait que c'est au minimum une demi-journée pour avoir toute la chaîne d'une techno qu'on maîtrise, pour cette brique-là, qu'elle soit utilisée, c'est important plutôt qu'on se dise c'est une nouvelle techno et on va en avoir pour 4-5 jours à valider, traiter, avoir les backups et tout ce qui va derrière. Donc ce côté industrialisation est un levier qu'on peut enlever par rapport à la chaîne, par rapport au coût de mise en place. On regarde aussi beaucoup Docker. Docker à la fois pour l'environnement de dev, parce que qui dit beaucoup de services, dit isolation des services. Donc Docker se prête bien justement à ce type d'architecture. Il y a aussi des outils autour de Docker comme Gaudi de François Zaninoto qui permet justement d'être capable de gérer une architecture et une cartographie des différents services du Docker et être capable de ne pas trop galérer à les mettre en place et d'aller avec Docker aussi jusqu'à la prod. Donc ça c'est partie des objectifs qu'on a derrière. Merci. Merci à vous. Juste deux petits points. Toute l'équipe Club Up est basée à Lyon. Donc c'est vrai qu'on cherche du monde en front, en back-end. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes de Lyon ou si vous avez envie d'aller à Lyon. C'est bien Lyon, c'est bien. Hein, Yves côté là-haut aussi, on cherche autour de toute notre culture par rapport à la startup et tout, on est en train d'essayer d'évoluer un peu, de monter un concept qui est basé autour de l'accélération. Accélération technique de projet. Et dans ce cadre-là, à Paris, on cherche aussi des profils techniques qui nous permettent d'essayer de pouvoir monter une équipe vraiment pour répondre à ce type de problématique qu'on a eu sur Club Up. D'aider un projet qui se monte, de poser une architecture qui soit pérenne. Et donc on recherche dans ce cadre-là un profil technique. Pareil, si vous avez envie de tenter l'aventure, on a plein de trucs sympas à faire. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ?
Comment vous assurez pour tester fonctionnellement de bout en bout une feature, une behavior de votre application qui passe par 3 services? Alors, les tests, tout côté API, après tu reprends Yves, sur le côté API, on utilise RunScope pour faire des tests d'API. On a aussi, sur certaines briques, on a du test unitaire quand ça y répond. On a aussi du test fonctionnel avec du Casper et autres pour faire du test fonctionnel sur les applis, sur les applis web. Clairement, tout n'est pas testé de A à Z. Ça serait bien, j'aurais bien aimé le dire, oui, et puis d'avoir, vous montez le slide avec tout en vert à 100% de coverage, c'est pas le cas. On a testé tout ce qui est critique, mais non, c'est pas simple de dire, on n'a pas des tests qui couvrent tout le scope. Par contre, c'est vrai que l'approche microservice permet d'avoir au moins ces briques-là, le cœur des applications, très facilement isolables, donc testables, et naturellement pas couplées au reste de l'écosystème. C'est les tests fonctionnels qui les font de bout en bout. Les tests fonctionnels, avec, comme vous avez vu, avec tests fonctionnels end-to-end, avec nous on utilise Casper.js, c'est ceux-là qui vont assurer la cohérence. Moi j'ai une question sur la sécurité. Il y a une partie de ClubHub qui est publique. Il y a des web services. Est-ce que donc depuis le front, est-ce que les web services qui partent vers ton back-end sont sécurisés, même sur cette partie publique, ou alors eux, ils sont en clair, c'est des appels REST en clair? C'est-à-dire ce qui y a entre le front, enfin l'appli JS, quoi non, là, elles sont toutes les API exposées aux clients externes, on va dire au VPN, physiquement, sont sécurisées en O2 et sont HTTPS. Ok, mais même quand l'utilisateur n'est pas connecté. Même quand l'utilisateur n'est pas connecté. Non, elles sont pas. Non, les API publiques, elles, on n'a pas la couche O2 quand on n'a pas l'authentification, voilà, mais elles sont quand même HTTPS. Elles sont quand même HTTPS. Au niveau du poste du développeur, est-ce qu'il est exclusivement configuré pour travailler sur un service, et on va dire la personne qui développe l'application est ignorante de tout service, il tourne et puis voilà, ou bien est-ce que le développeur a tous les services déployés sur sa machine avec tous les environnements techniques, avec tout le setup? On reste comme une équipe qui est très petite. Pour l'instant, on a tout le côté back-end qui après, je ne sais pas si tu veux reprendre. On a quand même le back, le back c'est moi. J'ai toute la stack, j'ai toutes les applis, mais je travaille toujours de façon unitaire. Je jongle entre 30-40 repos Git et chaque fois je me mets sur une appli, sur un service, je finis, ça part en pré-prod et après ça part en prod. Le pôle front, eux, ils n'ont pas le back. Ils n'ont pas le back sur leur machine parce que c'est trop coûteux à init, et ils travaillent sur l'environnement de pré-prod qui lui est synchronisé, reseté, et provisionné avec Chief of Code. Voilà. Et c'est peut-être là où Docker va nous aider. On veut essayer de fournir un environnement de développement et de démo, parce qu'on a eu quelques surprises où justement on est capable d'avoir une stack complète pour présenter le produit ou pour initier les workspaces de nouveaux développeurs. À partir du moment où vous multipliez les services, est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de cartographier justement ces services-là et des outils de configuration qui vous permettent aussi d'identifier les dépendances entre les différents services? On n'en a pas non plus 50 000, donc on n'a pas encore ces besoins-là, et c'est quelque chose qu'on a construit, donc l'équipe reste stable et on les maîtrise, donc on n'a pas encore ce besoin de visu, de cartographie et autres derrière. Non, on n'a pas d'outils spécifiques par rapport à ça, clairement. Pour l'instant, les dépendances, on les stocke dans le databag de Chief. Donc on stocke les endpoints et on est capable de provisionner les fichiers de config sur les différents serveurs. Ça permet de au moins tenir à jour qu'un seul endroit, donc au niveau du databag de Chief. Ça répond à la question. Bon, du coup, une dernière question. Bonjour, merci encore pour la présentation. J'ai une question qui est un petit peu dans la même lignée que la diversité des technologies en local lors des développements. Je voulais savoir comment est-ce que vous partagez les connaissances sur autant de technologies dans une si petite équipe. Est-ce que vous avez un temps alloué à l'auto-formation de développeurs? Est-ce que vous avez des profils qui sont très spécifiques ou plutôt un profil ou plusieurs profils polyvalents?
encore une fois, on reste quand même une équipe relativement petite où ces choix des différentes stacks techno ont été aussi laissés à la liberté des différentes parties pour... C'est une question de best fit et encore une fois de pragmatisme. Quand on voit les briques qui ont été faites en Go pour la consolidation de stats, elles ont juste été là pour écouter et consolider de la stat derrière. Ça a été aussi c'est sur ce type de services-là, qui ne sont pas critiques en plus dans l'écosystème, mais qu'on peut tester justement des nouvelles technos. Et c'est vrai que cette approche-là permet facilement, en plus de tester ces nouvelles technos qui sont importantes et super importantes dans l'écosystème et qui peuvent être très compliquées dans le cas d'une application monolithique parce que déjà, différentes technos, c'est compliqué, ou encore plus différents data stores. C'est encore plus compliqué d'avoir dans l'application les différents connecteurs les uns les autres derrière. Juste pour compléter, on est aussi dans l'éco avec une autre startup qui a beaucoup plus de compétences sur Node.js et on a quand même mutualisé les briques. Donc les briques back Node.js, ce n'est pas nous qui nous occupons. Et dans le même ordre d'idée, il y a une brique qui a été faite en PHP, qui a été réécrite par un ancien développeur d'Elao et qui l'a réécrite entièrement en Node. Cette approche microservice permet facilement de délocaliser la réécriture à d'autres compétences, à d'autres personnes. Merci. Merci.